Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Kate Bouchard, je suis coordonnatrice à l'Institut Santé et Société. Et aujourd'hui, on lance la première conférence de notre série Conférence Midi de l'hiver. On a eu une petite série à l'automne et là, c'est la série qui commence à l'hiver. Je voulais juste vous dire que la conférence sera enregistrée. On a une chaîne YouTube, alors on met toutes les vidéos des conférences midi pour qu'elles soient accessibles. Ça contribue à la diffusion des connaissances qui sont produites par nos membres. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui Madame Stéphanie Pache. Alors, Stéphanie Pache est professeure au département de sociologie ici à l'UQAM et elle est nouvellement membre à l'ISS. Elle a gentiment accepté de participer aujourd'hui pour nous présenter une conférence midi. Merci beaucoup. Et je vais vous parler un petit peu de son parcours. Elle est médecin de formation et elle est maintenant chercheuse en sciences sociales. Ses recherches portent sur les enjeux sociaux et politiques de la santé mentale. Après un travail sur l'histoire de la psychologie féministe nord-américaine, elle a mené une recherche sur le recadrage des violences interpersonnelles comme problème de santé publique aux États-Unis. Et c'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Alors, merci Stéphanie Pache encore d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Moi, je vais être en coulisses, mais je vais répondre aux questions. S'il y a des pépins techniques, je suis là, même si je suis à caméra fermée. Donc, bonne présentation tout le monde. Bonne écoute. À tout de suite. Bon, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de cette recherche. Attendez, je vais partager ma présentation. Comme vous l'avez pu comprendre dans mon titre, violence interpersonnelle et santé publique, socio-histoire d'un problème public. Donc, j'ai effectivement une formation médicale et puis une formation en sciences sociales entre l'histoire et la sociologie, en particulier dans le champ donc, des études sociales, de la médecine et de la santé, avec une perspective féministe. Donc, depuis quand j'ai fait mes recherches sur la psychologie féministe et sur ce que ça voulait dire de développer une approche féministe, non seulement de la psychologie, mais plus particulièrement de la psychothérapie, j'ai noté que ce qu'avaient en tête les psychologues féministes quand elles ont développé la thérapie féministe, c'était beaucoup les victimes de violences et la façon dont on les avait traitées de façon pathologique, disons, jusqu'à présent, enfin jusque dans les années 80. Et donc, la violence constitue un problème tout à fait important du développement même d'une approche féministe de la psychologie. Donc, dans mon projet de recherche suivant, j'ai décidé de m'intéresser plus spécifiquement, toujours dans le même contexte, donc les États-Unis, et la deuxième partie du XXe siècle surtout, sur comment on en était arrivé à approcher cette question d'un point de vue de la santé publique, quel était le rôle notamment des psychologues et des médecins dans cette approche-là. Donc là, je vais présenter c'est le plan de ma présentation, donc je vais dire quelques mots sur ma perspective. Qu'est-ce que c'est une perspective généalogique? De quoi je fais la généalogie en définissant, en présentant ce que ça veut dire de voir les violences interpersonnelles comme un problème de santé publique. Et puis, le plus gros, ce sera donc de parcourir à travers l'histoire, disons, les conditions de possibilités qui ont permis de... Je vois qu'il y a une erreur typographique. Qui ont permis d'approcher aujourd'hui les violences interpersonnelles comme un problème de santé publique, et j'espère qu'on aura surtout un peu de temps pour la discussion. Donc, ce que j'entends par approche généalogique, donc là j'emprunte le terme à Michel Foucault, je vous ai mis ici une définition résumée non par Michel Foucault mais par Frédéric Gros, qui est un spécialiste de Foucault. Donc faire une généalogie, c'était montrer comment des relations de pouvoir historiquement déterminées jouaient comme matrice de formes de savoir et de formes de subjectivité. Et donc c'est comme vous voyez, à la fois une question de savoir et de subjectivité, ce qui est très important dans la question des violences, qui sont un objet qu'on ne peut jamais totalement
objectivée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se qualifie comme violence, est toujours en partie une question de perception et de subjectivité. Donc, qu'est-ce que j'entends par aujourd'hui l'idée qu'on aurait une approche de santé publique des violences? Donc là, je vous ai mis les définitions de l'OMS. Je n'ai pas trouvé la version française officielle, alors je vous ai mis la version anglaise, qui est la version officielle. Donc ça, c'est des définitions tirées dans des rapports de l'OMS sur les violences. Donc dans le cadre de l'OMS, les violences interpersonnelles font partie du département de prévention des accidents et des traumatismes. C'est injury en anglais, qui est un terme un peu plus difficile à traduire en français. Mais vous voyez donc la violence est déjà un usage intentionnel de force physique ou de pouvoir, menacé ou réel, contre quelqu'un, contre soi, une autre personne, un groupe, une communauté qui soit a pour effet de résulter en une haute probabilité de blessures, de mort, de dommages psychologiques, de problèmes de développement ou de privation. Et puis, pour ce qui est de la violence interpersonnelle, donc c'est des violences qui sont perpétrées par une personne ou un petit groupe de personnes contre une autre personne ou un petit groupe. Et donc, l'OMS en particulier liste tous les cas de violence, tous les types de violences que j'ai mis en dessous. Je ne vais pas vous lire ici, mais en particulier, vous voyez la violence intrafamiliale et la violence domestique. Voilà. Donc, ça, c'est la définition actuelle et qui paraît relativement logique et évidente. Mais comment on est arrivé à définir la violence ainsi, puisque ça n'a pas été le cas de toute époque. En particulier, on voit que dans cette définition de l'OMS, la violence est définie par ses effets, surtout, plutôt que comme étant quelque chose qui aurait une substance propre. Et donc, moi, je me demande en particulier qu'est-ce qui fait que donc, c'est devenu une affaire de santé publique, mais qui légitime, plus particulièrement, qu'est-ce qui légitime que ce soit la santé publique qui s'occupe des violences interpersonnelles aujourd'hui. Et pour vous montrer en quoi ce n'est pas un processus évident et logique, malgré que ça répond à nos catégories actuelles d'appréhension de la réalité, je vais revenir sur l'histoire et sur la façon dont les violences dont on parle aujourd'hui, donc en particulier les violences envers les femmes, la violence domestique, la violence sexuelle, ont été abordées d'une autre façon, sous un autre angle, au cours de l'histoire. Donc je vais commencer par remonter un peu plus loin pour aborder ce que j'appelle la vision de la violence comme excès. Donc on est là plutôt dans des caricatures donc, du 19e siècle. Vous voyez immédiatement sur cette caricature The Bottle que la violence domestique est liée d'abord à l'idée de pauvreté, mais aussi à celle de l'alcool. Hein. Et donc on est au 19e siècle dans un cadre social qui s'inquiète de la violence, mais pas de la même façon dont on l'a cadré aujourd'hui, mais plutôt dans l'idée de pointer les comportements qui ne sont pas contrôlés. Donc on a une vague de réformateurs sociaux, et en particulier ce que je vais appeler de façon anachronique la première vague féministe, hein, mais les mouvements de femmes, les mouvements pour les droits de vote, et puis en particulier les mouvements dits de tempérance qui promeuvent une nouvelle morale, une morale du contrôle de soi, contre justement les excès dont fait partie le comportement violent, et en particulier la consommation d'alcool.
vu comme étant le facteur désinhibant qui permet ces excès. Donc, dans le cadre de ces campagnes-là, hein, ce n'est pas qu'on nie l'existence de la violence domestique, hein, mais on voit qu'elle est associée dans ses origines à d'autres causes que ce qu'on va développer plus tard, et qu'il s'agit d'attaquer ces problèmes vus comme des problèmes moraux, hein, de manque de contrôle de soi, à partir notamment des questions de viol et de prostitution, mais plutôt dans l'espace public aussi, avec des campagnes autour de la régulation de la prostitution, contre la propagation des maladies vénériennes, et aussi avec en arrière-fond la peur de transmission intergénérationnelle de ces comportements qu'on imagine être liés à des questions physique, enfin de biologique, hein, une constitution particulière des individus qui affaiblirait l'espèce humaine dans l'ensemble. On est dans un contexte où le darwinisme social est une idéologie largement diffusée, et donc qui va se lier aussi avec des pratiques eugénistes dans le futur. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais juste pour remarquer que si on parle de violences domestiques, par exemple ici, ou de violences sexuelles, ce n'est pas exactement central, au sens où aujourd'hui on entend les violences sexistes, notamment parce que la violence domestique, dans les mouvements de femmes de l'époque, serait vue comme un motif de divorce, et ces mouvements de femmes ne veulent pas promouvoir le divorce. Et puis par ailleurs, on voit quand même qu'il y a l'idée que c'est certains individus qui commettent ces violences, et qu'il s'agit plutôt d'identifier qui ils sont pour qu'ils ne se reproduisent pas, ou les éduquer, etc. Donc on est quand même toujours dans une forme d'individualisation de la cause des violences, et dans une approche aussi qui confirme la division entre les violences qui surgissent dans l'espace privé et les violences qui surgissent dans l'espace public. Dans la suite, au début du XXe siècle, on voit effectivement cette question du développement de la population et du progrès social s'effacer un peu au profit d'une approche plus sécuritaire de la violence. Les violences domestiques et intrafamiliales restent un sujet de préoccupation, mais sont plutôt l'objet de politiques d'action de charité par des fondations privées ou des associations religieuses qui s'occupent des pauvres et des migrants. Et donc, ce qui va retenir l'attention dans l'espace public, donc, en particulier, vont être les violences sexuelles qui, au début du XXe siècle aux États-Unis, vont défrayer la chronique à plusieurs reprises autour de plusieurs scandales, notamment dans les années 30, qui vont donner lieu à la diffusion du concept de psychopathe comme qualificatif des personnes commettant les violences sexuelles, et puis qui vont aboutir même à des lois spécifiques sur la psychopathie, prises en charge, qui vont faire en sorte que les crimes définis comme étant le fait de psychopathes vont être pris en charge dans des institutions psychiatriques en particulier. Ces lois relativement inefficaces pour prévenir la violence sexuelle, comme vous pouvez l'imaginer, néanmoins confirment une idée qui reste jusqu'à aujourd'hui importante, c'est que la violence sexuelle est le fait de dangereux inconnus, et continue de séparer, renforce, disons, la séparation entre la sphère privée et la sphère publique, avec une panique autour, là je vous ai mis, donc c'est une page
d'un magazine de 1947, The American Magazine, qui contenait un entretien de J. Edgar Hoover, donc le fondateur du FBI, qui nous dit donc The nation's women and children will never be secure so long as degenerates run wild. Donc on voit encore que cette idée de psychopathe est toujours liée à l'idée de dégénérescence de l'espèce, d'une certaine façon qu'il n'y a pas une rupture complète avec le modèle précédent de la violence, mais qu'on renforce cette idée d'inconnu dans les rues et non de danger domestique, alors qu'on sait que les femmes et les enfants sont beaucoup plus en danger à la maison en réalité. Évidemment, tout cela va de pair avec le développement de politiques sécuritaires et notamment des agences fédérales aux États-Unis comme le FBI. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Un autre aspect de cette période qui va participer à l'idée des auteurs de violence comme étant des personnes souffrant de troubles mentaux, c'est l'arrivée de la psychanalyse au début du XXe siècle aux États-Unis, qui va quand même contribuer à remettre en question le statut de la sexualité, après une période autour des mouvements de tempérance et des réformes sociales plutôt focalisées sur ce qu'ils appelaient la pureté sexuelle, avec une éthique sexuelle assez stricte. La psychanalyse vient questionner tout cela et normaliser finalement ces questions sexuelles, avec un effet paradoxal qui est quand même de renforcer par contre un discours médico-psychologique sur la sexualité. Dans l'après-guerre en particulier, on va assister sur ce plan-là à ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, qui a néanmoins des effets très différenciés sur les hommes et les femmes. Ça a déjà été passablement critiqué par des auteurs féministes. Mais une chose qui est intéressante de se rendre compte, c'est le développement de théories psychanalytiques autour de la violence sexuelle en particulier, et notamment la popularisation de l'idée de masochisme chez les victimes de viol, qui en vérité le voudraient bien inconsciemment, et qu'il s'agit en fait de montrer qu'il n'y a pas viol, ou qu'elles sont en tout cas complices dans ce qui leur arrive, donc avec une prégnance si importante que c'est encore raconté par beaucoup de femmes aujourd'hui, que c'était démontré dans plusieurs travaux, et que les féministes vont s'attaquer spécifiquement à ce concept-là, notamment la psychologue féministe Paula Joan Kaplan, qui va écrire un livre, Le mythe du masochisme, pour justement répondre à cette approche qui justifiait les violences envers les femmes. Néanmoins, ce qui est intéressant de soulever, c'est que la psychanalyse est finalement la première fois, enfin les écrits psychanalytiques même qui parlent de masochisme sont finalement les premiers écrits qui se posent des questions sur l'expérience des victimes de violences. Et donne une subjectivité, une autonomie aux personnes qui sont victimes de violences, avec évidemment par contre un déni des rapports de pouvoir qui structurent cette expérience-là. Mais ça ouvre, disons, l'idée qu'on peut s'interroger précisément sur ce qui se passe. Alors, comme je vous disais, ensuite, je vais passer... c'est plus ou moins une périodisation, mais ça se chevauche quand même un peu. Donc, à ce que j'appelle la violence comme oppression, et à la dénonciation des violences par les mouvements sociaux des années 60, 70 et plus tard, jusqu'à aujourd'hui, encore une fois. Tous ces modèles sont
existent. Hein. Enfin, c'est une façon de penser des approches de la violence qui ne sont pas... qui ne s'effacent pas, disons, ce n'est pas juste une périodisation, hein. Même s'ils surgissent dans un contexte spécifique, l'idée c'est qu'évidemment ces approches survivent en parallèle et des fois en conjugaison. Et donc dans les années 60-70, on va reformuler recadrer l'expérience des violences, et en particulier des violences sexuelles et interpersonnelles, comme le fait de rapports de pouvoir et donc comme le fait d'une oppression. Et donc, au point que dans certains discours, finalement, toute manifestation d'oppression pourrait être qualifiée de violence. Hein. C'est une question d'ailleurs qui reste ouverte, en particulier aujourd'hui quand on essaie de qualifier la violence sexuelle, quel type de borne on y met, est-ce que toute forme de sexisme est une violence, etc. Ça, on pourra peut-être laisser pour la discussion, mais en particulier dans ce qui concerne les mouvements féministes, hein, donc avec leur slogan bien connu, le personnel est politique, il s'agissait donc de lier la dimension collective, les rapports sociaux de sexe, comme on pourrait dire aujourd'hui, avec l'expérience individuelle quotidienne des femmes. Et dans ce contexte-là, la prise en compte, la découverte surtout que les violences sexuelles et les violences domestiques sont un phénomène extrêmement fréquent, va participer à inscrire ces expériences-là dans les rapports de pouvoir, et donc à montrer en quoi la violence est même un instrument de l'oppression et un instrument de ces rapports de pouvoir et du maintien donc d'une dynamique patriarcale. Donc, en ce qui concerne les mouvements féministes, on va voir se développer en particulier deux mouvements liés à cette question, le mouvement anti-viol et puis le mouvement des refuges, hein, qui vont créer des refuges militants, surtout dans un premier temps, pour accueillir les victimes de violences qui donc doivent fuir le domicile conjugal. Après une première phase, donc, comme j'ai dit, très militante, hein, il va y avoir quand même des demandes de financement public, d'institutionnalisation, la création la volonté de pérenniser quand même cet accueil des victimes et ces politiques. Et donc, les féministes vont travailler en collaboration, hein, avec les services de justice et avec l'État, ce qui va créer quand même pas mal de tensions sur l'institutionnalisation de ces approches, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Excusez-moi, ça sonne chez moi. Voilà. Par contre, ce sur quoi je voudrais un peu plus m'étendre, c'est plutôt la question de... Excusez-moi. Pardon. Okay. Si vous voulez qu'on attende une minute ou deux, vous pouvez passer. Non, c'est bon, mais c'est vraiment quelqu'un tambouriné à la porte. Excusez-moi, ça m'a... C'est les aléas d'être à la maison. Mais voilà, pas de problème. Je vais essayer de reprendre où j'en étais. Oui, donc je parlais de l'institutionnalisation des politiques féministes en matière de violence. Et en particulier, ce que je voulais mentionner, c'était le rôle du développement de savoir psychologique et de savoir épidémiologique sur les violences, qui vont être le fait de chercheuses souvent féministes, en particulier en psychologie et en sociologie, qui vont développer des études quantitatives, mais aussi des approches offrant des explications non pathologisantes, non stigmatisantes des comportements des victimes dans le cas de violences domestiques. Dans les années 80, en réaction à ces mouvements sociaux plutôt progressistes, les États-Unis vont
connaître une poussée conservatrice, hein, ce que Suzanne Faludi a appelé le backlash, donc le retour de bâton, dénonçant en particulier la destruction de la famille que les féministes auraient engendrée avec leurs critiques. Et on voit, plusieurs historiennes des mouvements féministes l'ont montré d'ailleurs, une reconfiguration de l'action militante féministe autour de grandes causes, notamment l'une d'elles étant les violences, qui se renégocie donc avec certains acteurs conservateurs autour de la protection, surtout des femmes et des enfants, et avec une alliance qui va notamment favoriser la criminalisation des violences, la création donc, de catégories légales spécifiques, la formation des acteurs judiciaires, de la police, entre autres. Mais globalement, on peut quand même observer donc une réussite hein, jusqu'à aujourd'hui à construire les violences contre les femmes comme un problème public, comme un problème qui concerne la société dans son ensemble, et donc une approche finalement sociale des violences qui passe notamment par la reconnaissance d'un statut de victime. Et là, c'est le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, qui est ce que j'appelle la violence comme trauma, qui est lié au premier. Mais effectivement, la reconnaissance du statut de victime, c'est un phénomène social, anthropologique qui était déjà observé, pas seulement pour la question des violences sexistes, mais notamment par Didier Fassin et Richard Reichmann dans L'Empire du traumatisme, qui montre bien comment le discours du traumatisme participe d'une nouvelle forme de morale sociale où on obtient des reconnaissances de ce qui nous est arrivé en étant reconnu comme victime. Et un des facteurs, un des signes, disons, de cette reconnaissance du statut de victime pour Fassin et Reichmann est la reconnaissance du syndrome de stress post-traumatique par le DSM, donc le manuel des psychiatres américains, qui en effet, en 1980, fait rentrer le syndrome de stress post-traumatique dans le manuel, qui est le seul diagnostic qui reconnaît une cause à un trouble mental, la cause étant un événement traumatisant, c'est une chose, mais en plus qui change une acceptation, des acceptions plutôt très variables de la notion de traumatisme et de la névrose traumatique, puisque dans cette nouvelle définition du syndrome de stress post-traumatique, n'importe qui peut être traumatisé, on n'a pas besoin d'avoir des prédispositions ou d'être particulièrement vulnérable ou quoi que ce soit, mais il s'agit d'une réaction normale à des circonstances anormales. Et la violence comme trauma me paraît comme une étape intermédiaire, si on veut, entre la violence comme oppression et la violence comme un problème de santé publique. Là, je vous ai mis une citation de Judith Herman, donc, qui écrit le livre Trauma and Recovery, qui est une psychiatre féministe très connue du domaine du traumatisme. Et qui justement fait non seulement le lien entre la nécessité d'un mouvement social pour porter cette question-là et la légitimité de la reconnaissance du traumatisme, mais qui en plus montre qu'il a une acception du traumatisme, quand même quelque chose de politique, qui est ce qui permet donc aux personnes opprimées, abusées ici, de ne pas faire oublier la répression, la violence dont elles ont été victimes. Donc, là, j'ai rassemblé ce qui
c'était la réponse à la question que je me posais. Donc, quelles sont les conditions de possibilité d'une approche de santé publique en matière de violence interpersonnelle? D'abord, il s'agit d'un processus qui a légitimé les sciences médico-psychologiques pour nous dire ce que j'ai appelé la vérité entre guillemets des comportements humains. Hein. Donc, on est aujourd'hui, ce sont en particulier la médecine, la psychologie qui nous informent sur ce que sont les comportements humains normaux, sur ce qui devrait être, ce que sont les comportements sains, par exemple. Ça, c'est une première condition, mais qu'évidemment, d'abord, il fallait que l'objet en question, les violences interpersonnelles, deviennent un problème collectif et pas simplement un problème individuel ou qui concerne les relations intimes. Et donc, une des conditions était celle de la politisation de ces violences par les mouvements sociaux. Donc là, je vais surtout parler des violences envers les femmes, parce que dans le modèle de l'OMS, c'est tout à fait déterminant. C'est ce qui va... c'est les premières études sur les liens de violence à santé vont être faites dans le cadre des violences envers les femmes avant de s'étendre à d'autres. Et donc, c'est le modèle, je dirais, épidémiologique principal. Et puis enfin, la dernière condition sur laquelle j'ai moins développé aujourd'hui, qui essaie d'avoir un consensus autour de la notion de santé et surtout d'être d'accord sur l'objectif de développer la santé ou d'améliorer la santé comme objectif politique. Et on observe quand même que malgré que l'on sait bien que la notion de santé elle-même est une question politique et que sa définition même est un enjeu politique, elle apparaît toujours comme quelque chose de neutre qu'on pourrait objectiver, et donc il fait moins débat qu'évidemment de parler des rapports de pouvoir, par exemple, directement. Donc là, je suis passée un peu plus rapidement sur ces points-là, mais donc un des enjeux pour moi de ce travail, c'est de comprendre qu'effectivement la légitimation du problème public des violences de genre est passée par sa médicalisation, sa sanitarisation dans la plupart des contextes occidentaux et internationaux avec l'OMS, que cette médicalisation, psychologisation des violences a des effets pratiques, puisque c'est selon ce cadre-là qu'on envisage l'action publique. Donc, un exemple, par exemple, si on parle de prévention des violences, c'est souvent des approches psychoéducatives qui vont être envisagées dans les écoles, par exemple, ou comme offre de services pour les victimes. Et puis, un dernier point étant que c'est la logique sanitaire, hein, la question à la fois de produire des données quantitatives, mais pouvoir objectiver et définir des effets sur la santé des violences demande des catégories, et que ces catégories sont en tension avec une logique féministe de ce qu'on appelle le continuum des violences, qui essaie de montrer que, comme ça s'inscrit dans les rapports sociaux de pouvoir, il n'y a pas de clair seuil, finalement, dans l'étendue des manifestations des violences. Et donc, on a une tension, si on veut, entre cette volonté de créer des catégories et puis une approche qui serait, je dirais, totalement politique par rapport à l'approche féministe des violences. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis ouvrir la discussion. Merci beaucoup pour le parcours socio-historique qui est assez éclairant. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle virtuelle qui aimeraient poser une question, dire un commentaire, une réflexion
vous pouvez la partager en ouvrant simplement votre caméra ou sinon en m'écrivant sur le chat, je peux la retransmettre si vous n'avez pas accès à une caméra ou un micro. Oui, on a une question. Est-ce que cette histoire des violences interpersonnelles est semblable selon les catégories sociales? Par exemple, pour les personnes de couleur, les personnes migrantes, les hommes, les femmes? C'est une question de Benjamin. Non. Non. Alors, non. Donc là, les catégories que j'ai faites, ça me donne l'occasion de repréciser, je vais répondre plus précisément, mais c'est les catégories qui ont donné lieu finalement à des interventions publiques. Hein. Donc, c'était l'idée qu'effectivement, il y a qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser aux violences interpersonnelles et quel type de violence interpersonnelle, à quel type de violence interpersonnelle on va s'intéresser. Et donc déjà, effectivement, sur ce que j'ai montré, on voit que ce n'est pas exactement toujours les mêmes types de violences interpersonnelles qui font l'actualité et qui font l'objet de l'action publique. Donc effectivement, non, en fonction des catégories, par exemple, mais là, il faudra aller aussi en fonction des types de violences dont on parle. Donc par exemple, l'historienne Linda Gordon a travaillé plus particulièrement sur la question des violences intrafamiliales et a montré que selon les périodes, en s'intéressant en particulier à des services sociaux dans le Massachusetts, autour de Boston, que la question de la violence intrafamiliale va même changer de cible selon les périodes. Alors, avec d'abord une concentration plutôt sur les populations pauvres, et puis ensuite ça va se déplacer sur les populations migrantes, et puis se raciser plus ou moins selon les services, et puis selon les vagues de migration aussi, en fait. Et donc, on va voir que ce qui est très intéressant, c'est que par contre, après, dans les années 60-70, les mouvements de politisation des violences vont justement essayer de casser ces a priori culturalistes et racialistes en justement montrant que ça concerne tout, donc qu'on parle des violences domestiques, enfin, des violences sexistes ou des violences envers les enfants en particulier. Donc ça, c'est sûr qu'il faudrait aller précisément pour chaque catégorie, parce qu'évidemment, l'État ne traite pas tous les groupes sociaux de la même façon et l'action publique, justement, touche des personnes de différentes façons. Et je ne me suis pas étendue, par exemple, sur la question de la criminalisation des violences, mais qu'évidemment, si on va regarder la criminalisation des violences, on n'a pas du tout le même taux, dirons, d'inculpation et d'emprisonnement, etc., de dénonciation selon les catégories raciales aux États-Unis. Ça, c'est un fait bien connu. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un combat spécifique des mouvements pour les droits civiques, d'améliorer les droits de la défense, parce que les hommes noirs en particulier étaient particulièrement victimes de condamnations pas toujours justifiées. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça ne prend rien, je pense. Merci. Est-ce que ça répond à... Merci pour la réponse. Bon, voilà. Est-ce que d'autres personnes aimeraient poser une question ou discuter de d'autres choses sur le même thème? Moi, je me demandais, parce qu'on parlait tout à l'heure avant que la discussion la conférence commence, de comment, en regardant tout ce parcours historique, comment est-ce que le rôle aujourd'hui, dans un cas bien précis qui est celui de la pandémie, où on voit une augmentation des violences interpersonnelles augmenter, ça préoccupe beaucoup des groupes communautaires. C'est comment... Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un recadrage encore après cette pandémie? Je ne suis pas sûre. Enfin, bon, il y a plusieurs parties. Je pense qu'il y a enfin, quand on parle de psychologisation, par exemple, et de psychiatrisation des violences, par exemple, ce n'est pas pour en faire de la critique en tant que telle, mais c'est pour constater comment on vit des violences interpersonnelles aujourd'hui. Et donc, on va continuer à les vivre comme ça, disons, pendant longtemps. Et donc, qu'il y ait des développements de services, par exemple, de santé mentale, moi, ce n'est pas une question d'être contre ou de ne pas être contre. Par contre, ce qu'on voit, c'est plutôt que les politiques publiques qu'on a mises en place depuis plusieurs décennies quand même maintenant,
semble pas particulièrement affecter l'incidence des violences. Et donc, ça pose des questions, je dirais, plus fondamentales sur comment être efficace en la matière. Pour ce qui concerne la pandémie, il y a d'autres facteurs très, très inquiétants sur l'augmentation de la dépendance financière des femmes, puisqu'elles sont particulièrement touchées par les pertes d'emploi, l'augmentation du travail parental, du travail domestique en général. Et là, il faudrait justement, et puis encore une fois, les spécialistes de santé publique savent tout ça. Ils savent que toutes ces questions de précarité déterminent passablement les ressources que l'on a, pas nécessairement la survenue des violences, mais les ressources que l'on a pour y faire face. Et donc, je n'ai pas une réponse très claire, parce que ce n'est pas la santé publique, par exemple, qui est en charge de la sécurité sociale des personnes et d'offrir des ressources financières, par exemple, et d'hébergement, etc. Donc, il faudrait réfléchir. Après, il faudrait aller regarder plus spécifiquement. On a toujours un problème durant cette pandémie, c'est-à-dire que les chiffres que l'on a, on pourra faire vraiment un bilan avec seulement après, parce que vous savez, il y a toujours des effets un peu de masse. Est-ce que ce qu'on est en train de voir, c'est une précipitation de ce qui serait arrivé sur, je ne sais pas, 3 ans, ou est-ce qu'il y a vraiment une augmentation des cas? Enfin, voilà, je veux des réponses un peu au fil de ma pensée, mais je dirais que ça fait beaucoup partie des questions. Et puis, je dirais qu'on a un rôle de la santé publique sur ces questions de justice sociale qui a beaucoup un rôle de dénonciation, de visibilisation, pour montrer l'ampleur du problème, et que ce n'est pas forcément là qu'on peut trouver non plus les meilleurs modes d'intervention, je dirais. Mais c'est que c'est lié finalement, on ne peut pas séparer les violences interpersonnelles d'autres déterminants sociaux de la santé. Alors, c'est de rallier tous ces pôles pour qu'ils puissent, dans le fond, diminuer les injustices sociales. Oui, ce qui est très compliqué. Oui. Peut-être justement dans la foulée, vous parlez de la situation actuelle et vous avez nommé à quel point la santé publique est au courant de ces facteurs, de ces phénomènes. Pour ma part, mais comme vous dites, on a beaucoup de mal à avoir des données, mais pour ma part, je n'ai rien vu passer dans les recommandations de la santé publique à l'égard des actions qu'il fallait poser pour prévenir la contamination qui tenaient compte de ces facteurs. On savait très bien que les femmes seraient enfermées, on savait très bien qu'il y aurait dépendance financière. Ces données étaient connues et c'est évident dans le contexte d'un confinement que ça va se produire. C'est un secret. C'est pas un secret pour la santé publique, mais pourtant, comme peut-être que je ne l'ai juste pas vu, mais pourtant, je ne l'ai pas vu dans les recommandations de la santé publique de prévenir. C'est arrivé beaucoup plus tard, par exemple, qu'on a offert un peu de financement supplémentaire au centre qui s'occupe des personnes victimes de violences conjugales, et encore avec tellement de contraintes et de contrôles que les intervenantes n'ont pas les moyens d'aller chercher l'argent qu'on leur propose. Ça aurait dû théoriquement être mis en place avant, puisqu'on pouvait s'y attendre. Ce n'était pas une surprise. Alors, c'est sûr. Après, bon, moi, sur le contexte québécois, là, j'ai des limites sur la connaissance de l'institution. Je ne connais pas exactement les modes de gouvernance de la santé publique encore ici, et notamment des liens avec les centres, que ce soit les maisons d'hébergement ou d'autres acteurs du réseau de prise en charge des victimes. Ça, c'est sûr qu'on aurait pu anticiper plus de choses, mais bon, comme on savait que la contamination serait toujours primairement par les lieux de travail et puis des personnes qui doivent travailler, puis on fait comme si tout le monde pouvait se confiner à la maison. Et puis on accuse des voyageurs alors que c'est probablement un des facteurs minimes de la contamination à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que c'est là où on voit que les recommandations de la santé publique, elles sont aussi liées à leur propre perspective sur la société, et avec des angles morts aussi, et avec
des limites à la légitimité de leur intervention, même s'ils voient des choses probablement. Je vois qu'il y a une autre question. Joanne, est-ce que tu voulais rajouter autre chose? On peut peut-être prendre une dernière question. On a dit jusqu'à... Ah non, on a encore un peu de temps. OK, excusez. Je pensais qu'il nous restait juste quelques minutes, mais on a jusqu'à 1h30. Donc, autre question que je vais lire à voix haute. Comment les violences interpersonnelles virtuelles s'inscrivent dans la vision de la violence interpersonnelle et la santé publique, étant donné que Internet semble un lieu à la fois public et privé? Y a-t-il des adaptations, une vision divergente envers les victimes de violences, personnes traumatisées? C'est une bonne question. Elle est encore assez peu traitée, c'est-à-dire, je pense qu'elle est intégrée. Pour l'instant, la question de la cyberviolence, disons, elle est intégrée par type de violence, c'est-à-dire qu'on intègre dans la violence entre partenaires, s'il y a de la cyberviolence, ça fait partie de ça. Si on intègre ça dans les questions d'intimidation chez les jeunes, en particulier, parce que c'est un des endroits qui inquiète le plus et puis qui fait l'objet de politiques spécifiques aussi. Mais c'est vrai que là, je commence à avoir des travaux sur les violences antiféministes, sur ce genre de questions sur l'espace virtuel, mais je dirais que c'est encore un nouveau domaine d'étude quand même, pour ce qui est des sciences sociales en tout cas. Et puis, par contre, ça fait quand même partie, je dirais, des recherches en psychologie, chez les personnes qui s'intéressent aux questions éducatives et d'intimidation, justement dans le contexte scolaire en particulier. Ça, par contre, on a un peu plus de données là-dessus. Mais pour répondre plus précisément à la question, c'est vrai que je crois l'avoir vu mentionné dans les rapports, mais j'ai pas vu quelque chose sur la cyberviolence spécifiquement en santé publique. Mais là, c'est peut-être moi qui avais mon propre biais de recherche. Mais c'est quelque chose qui fait partie des nouvelles problématiques qui arrivent, ça c'est sûr. Oui, avec les incels et des trucs du genre. Merci pour les questions, merci pour les réponses. Est-ce que d'autres personnes veulent se lancer? Mais moi, de commentaire général, je trouve vraiment pertinent de voir la trajectoire, dans le fond, de comment est-ce qu'on a cadré les violences interpersonnelles dans le passé, puis comment est-ce que ça nous montre que, dans le fond, c'est intrinsèquement lié aux mouvements sociaux, politiques, que finalement, ça renvoie une espèce de compréhension des choses à la santé publique qui doit, par la suite, réinjecter certaines règles ou certaines recommandations à la société. Donc, c'est lié, dans le fond, aux mouvements sociaux et politiques. Alors, il y a peut-être une prise de pouvoir que les gens peuvent prendre. Oui, c'est aussi la légitimité, comme je l'ai dit, de la santé publique à donner une photo, je dirais, de la population et des problèmes en santé des populations, qui est quand même un mouvement qui est là depuis le 19e siècle et donc qui n'est pas juste apparu pour les violences, évidemment. Et des liens qui sont faits. Après, je trouve que le problème, c'est la question de l'intervention, comme les questions l'ont montré. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces données-là et comment est-ce qu'on agit. Là, je pense qu'on n'a peut-être pas encore trouvé toutes les solutions. Comment on évalue les programmes, puis aussi comment on s'assure que les programmes font pas en sorte qu'il y a un accroissement des inégalités entre les groupes, par exemple. Parce que des fois, il y a des programmes spécifiques en santé publique, mais c'est certains groupes qui en bénéficient au détriment d'autres. Et finalement, l'objectif qui est de donner à tout le monde une meilleure opportunité pour atteindre une meilleure santé, finalement, est complètement... c'est un objectif qui est beau en théorie, mais finalement, en pratique,
ça échoue. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui s'est joint à nous tardivement. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait s'arrêter là. Ça nous laisse un petit... Peut-être qu'on a le temps, oui. On avait une question, Kate, dans le... Ah oui. Je ne l'avais pas vu. Excusez-moi. Je me suis égarée en parlant. J'ai vu, donc je vais lire la question. J'ai vu qu'avec l'arrivée du terrorisme comme priorité pour les États, la vision de la violence a changé. Est-ce que la santé est encore une priorité ou il y aurait un changement de paradigme qui favorise la sécurité plutôt que la santé? Intéressant comme question. Alors, je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément une contradiction en particulier, comme beaucoup d'auteurs l'ont montré, dans l'idée que la santé publique, donc elle est là aussi pour faire de la prévention et donc pour minimiser les risques. Et dans la question de la gestion des risques, on est parfois proche d'une approche sécuritaire. Et donc, je pense que ce n'est pas aussi tranché qu'on pourrait l'imaginer. Mais comme j'ai essayé de le rappeler, se sont jamais vraiment opposés. Et puis, la question est la légitimité de l'intervention publique. Et donc, on a une certaine légitimité d'intervention au nom de la santé, mais comme vous voyez avec la Covid, quand on prend des mesures collectives, il y a pas mal de résistance quand même par rapport à la question de la santé. Les gens n'ont pas une vision très collective de la santé, justement, ce qui est un drame pour les spécialistes de santé publique qui ont justement une approche d'état de la santé collective qui n'arrive que rarement en fait à faire comprendre ça, même en cas de pandémie comme actuellement où les gens ont une vision toujours très individualiste et comprennent mal qu'on limite leurs actions au nom d'une santé collective. Et donc, à l'inverse, la légitimité d'intervention de l'État au nom de la sécurité est beaucoup plus grande. Et donc là, on arrive beaucoup plus facilement à avoir des interventions. Ce qui a amené d'ailleurs un auteur à parler de gouvernement par le crime, justement en criminalisant en fait, des comportements. C'est comme ça qu'on intervient. Et en fait, en parlant des États-Unis en particulier, il montre que la politique sociale, la politique sanitaire, toute une série de domaines de l'action publique, finalement, sont gérés de cette façon-là par la criminalisation de comportements. Et on pourrait dire que finalement, c'est ce qui est aussi arrivé durant la pandémie, quand on commence à mettre des amendes. Donc, c'est la police, finalement, qui met en place les mesures de santé publique en donnant des amendes à ceux qui ne les respectent pas. Donc, il y aurait beaucoup plus à réfléchir et à discuter probablement là-dessus, mais effectivement, cette vision, alors à savoir si on implante des mesures sécuritaires au nom de la sécurité ou si est-ce qu'on fait de la santé publique en utilisant des mesures sécuritaires. Voilà, le débat est ouvert. Je pense qu'on l'aura encore jusqu'à la fin et probablement au-delà de la pandémie. Oui, il y aura beaucoup de possibilités de recherche avec cette pandémie, ça c'est sûr. On a des exemples qu'on n'avait pas avant. Est-ce que d'autres personnes voudraient répondre à ces questions ou partager leurs pensées? On vous invite. Il reste 5 minutes encore. Bon, je vais dans ce cas-là conclure. C'est toujours comme ça sur Zoom, on a moins tendance à ouvrir la... on a quand même discuté, là, mais en fait, je voulais en profiter encore pour remercier Stéphanie Page d'avoir présenté aujourd'hui, surtout d'avoir aussi participé à cette conversation. Et en fait, vous parlez dans notre série, la prochaine conférence qu'on va présenter
pour vous, c'est sur les technologies numériques et la santé globale. Et c'est le professeur et anthropologue Vincent Duclos du département de communication sociale et publique qui va nous présenter ça. Et donc, ça sera le 17 mars à 12h30. Vous pouvez aller sur notre site web iss.ucam.ca et toute l'information, elle est là. Donc, je vous remercie encore. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Stéphanie, vraiment. Merci à vous pour l'invitation. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Bonne journée. On a une question dans le chat sur l'enregistrement, oui. Ah oui, je la vois pas, mais... Ah non, c'est moi qui l'ai. Excuse-moi, je n'avais pas réalisé que c'était personnel. Ça va normalement être mis sur la chaîne YouTube de l'ISS à laquelle vous pouvez accéder en passant par le site de l'ISS. Il y a un lien direct vers la chaîne. Ça prend habituellement quelques jours. Oui, à peu près. C'est sûr que d'ici la semaine prochaine, il va être là. Voilà. Bon, salut à tous. Bye.